le journal. Bonjour sur l'RT du merci à vous de nous regarder tout de suite le titre. Signature, c'est lundi 14 octobre dans la salle de conférence du ministère de la fonction publique, modernisation et innovation de l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords des Bibois entre le gouvernement et les banques syndicales des enseignants. Vous suivrez dans ce journal Godefroid Matondo, porte-parole de l'intersyndicale des enseignants, et Gombaka José pour les précisions. Dans l'actualité, les jeunes venus de différents coins de la capitale ont été sensibilisés sur le patriotisme et leur engagement dans les processus du développement de la RDC. C'était lors de la première édition de la conférence de la jeunesse organisée par la fondation Bob Bomba Forever. Et puis, célébration, c'est 14 octobre de la journée mondiale de la vue. À cette occasion, vous suivrez l'INSERM qui revient sur 2 études récentes publiées par des chercheurs des Sorbonne Université et du CNRS à l'Institut de la Vision. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est lundi 14 octobre dans la salle de conférence du ministère de la fonction publique, modernisation et innovation à Kinshasa a servi de cadre à la signature de l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords de Bibois entre le gouvernement et les banques syndicales des enseignants en présence des délégués de l'intersyndicale des enseignants, du CINECAT et du CIECO, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou de la fonction publique, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale Raïssa Maloudinanga, accompagné du vice-ministre Kezamoudou, du ministre d'État et ministre du Budget Aimé Boji et la vice-ministre de Finances Onej Nsele, mis en opposer leur signature sur les documents. Les membres du gouvernement ont chacun insisté sur l'impérieuse nécessité du nettoyage du fichier des enseignants. Cet assainissement permettra de lutter contre la fraude, d'élaguer les fictifs pour dégager de marges budgétaires qui seront affectées à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Je vous prie d'écouter tour à tour Godefroid Matondo, porte-parole de l'intersyndicale des enseignants, et Gombaka José pour de plus amples précisions. Nous sommes très contents d'assister à cette cérémonie de signature de l'arrêté interministériel. Cet arrêté, tant entendu, c'est une continuité des accords que nous avons signés avec les banques gouvernementales. Les banques gouvernementales du côté rémunération, c'est que nous sommes convenus avec le gouvernement a déjà libéré, libéré. Et ça restait cet arrêté interministériel. Parce que sans vous mentir, nous vous disons très clairement que lors de nos assises, il a été dit en dehors de la rémunération, il faudra que nous puissions avoir un statut particulier des enseignants et sécuriser la carrière des enseignants. Au lendemain de la signature des accords, nous avons vu que l'augmentation de 50 000 francs congolais par enseignant tel que promis a été une réalité. Parce qu'il a été convenu que le gouvernement puisse augmenter de façon séquentielle 100 000 francs dans l'enveloppe de l'enseignant. 100 000 francs dans la première tranche devait être payée et ça a été fait. Et il reste maintenant que la seconde tranche soit payée au cours du premier trimestre 2025. Je vous emmène au Congo central. Fin de perturbation des activités scolaires dans la province éducation du Congo central 1. Le prophète John Wopilo appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant Jean Kidoumou.
Très chers parents, je tiens à vous demander d'envoyer vos enfants à l'école dès ce lundi, le 14 octobre 2024. Car à ce jour, les enseignements ont déjà repris depuis jeudi passé. Donc, vous avez tout intérêt de garantir des droits à vos enfants leur éducation. La grève des enseignants a déjà pris fin. Tous à l'école. D'une province à une autre, aucun élève a été tué par balle à Lubumbashi, révèle le directeur de la province éducationnelle du Haut-Katanga, Joseph Mouike. Il a formellement démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux sur une prétendue marche de protestation des élèves à Lubumbashi qui aurait dégénéré en affrontement causant des morts par balle. Regardez. Nous sommes venus s'enquérir d'une situation suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette vidéo faisant état d'une prétendue marche qui aurait eu à Lubumbashi, selon eux, qui s'est soldée par la mort des élèves par balle. Et donc, après vérification par nos sources et tous nos services, nous avons identifié que cette vidéo tire ses origines de la ville de Likasi où nous sommes dans la sous-division de Likasi 2. Il s'agit bien de 3 élèves qui étaient sur une moto qui a connu une collision et donc un accident. Les résultats nous donnent un bilan de 2 morts, donc du motard lui-même et un élève. Et les 2 autres ont été acheminés rapidement à l'hôpital où ils sont en train de suivre des soins appropriés. Et donc la vérité est celle-là. Nous avons identifié l'école où étudient ces enfants et les classes même. Et donc il n'y a jamais eu dans le Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, une marche ou de mort des enfants qui ont été tirés par balle. Allez, cérémonie de remise de diplôme d'État édition 2024 aux lauréats des écoles de la province du Kwango 1 par le gouverneur de province du Kwango. C'était le week-end dernier dans la salle de réunion de l'éducation nationale de Kwango 1. Anthony Chamba signe ce reportage. Tout a commencé par l'arrivée du gouverneur de la province du Kwango. Honneur militaire et hymne national oblige. Le mot introductif de la cérémonie avait été fait par le prophète de Kwango 1, Oscar Ndindimamba, suivi du mot des circonstances de l'IPP de Kwango 1, François Mukendi Boukassa. Il a rendu un hommage mérité au chef de l'État pour sa vision audacieuse et les choix portés sur la personne de la Mineta à l'éducation nationale, dévouée pour la cause de l'éducation. En cette journée mémorable, nous tenons d'emblée à exprimer notre profonde gratitude envers Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, pour son leadership éclairé et son ambition. Sa vision audacieuse a ouvert de nouvelles perspectives pour notre système éducatif. À son Excellence Madame Raissa Malou Tinanga, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, pour son dévouement sans faille envers l'éducation et sa volonté inébranlable de promouvoir l'excellence malgré les défis de l'insuffisance de la qualité de l'enseignement, de l'inégalité de l'accès à l'éducation, de la morbidité de la gouvernance et du retard accusé face à la modernisation. Sa passion pour l'apprentissage est une source d'inspiration pour nous tous. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir bénéficier de son expertise et de son soutien tout au long de son plan quinquennal. Après l'IPP, François Mukendi Boukassa, le gouverneur des provinces Willy Bituisila Lusunji, a pris la parole pour encourager les lauréats.
Le clou de la manifestation a été la remise des diplômes à un échantillon des chefs d'établissement, suivi de la photo de famille avec les lauréats. On revient à Kinshasa où le prophète de la Funa, Jean-Marie Mvouzi et toute son équipe ont apaisé la tempête qui a secoué ce lundi 14 octobre l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu. Pour la petite histoire, les enseignants de cette école ont observé en séjour un arrêt de travail reprochant au préfet des études la mauvaise gestion de finances de cet établissement scolaire après le passage de Jean-Marie Mvouzi. Tout est revenu à la normale. Anthony Chamba a vécu des visus l'événement. Il nous en parle. Attention à l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu, le prophète de la Funa, Jean-Marie Mvouzi, et tout son staff ont décanté la situation. En effet, les enseignants de cette grande école technique ont reproché au préfet des études de sa mégestion des finances et ont décidé d'abandonner la CRI. Saisi de la situation, le prophète de Jean-Marie Mvouzi ainsi que toute l'administration de la Funa, à savoir l'IPP Joseph Diangenda et tous les autres sont descendus sur place pour calmer les esprits. Jean-Marie Mvouzi a proposé la mise sur pied d'une commission spéciale et mixte pour faire la traçabilité des finances de l'école pour que chacun puisse recevoir en toute transparence la portion qui lui est due. C'est vrai qu'il y avait depuis un temps de bruit de revendications des professeurs qui tenaient mordicus au départ du chef d'établissement pour mauvaise gestion, tout ça. Il y a une semaine, nous avons envoyé une équipe d'enquête dont le dossier venait de nous parvenir d'ailleurs ce samedi-ci. Mais malheureusement, le même samedi, on recevra encore des messages qu'ils étaient en train de se préparer pour même instrumentaliser les enfants. Tout ça, c'est comme ça que nous trois, l'IPP, moi-même et le du procès, nous sommes descendus et ils ont présenté la situation financière pour eux qui ne voient pas clair. Et nous venons d'instituer sur place une commission qui puisse travailler sur ça, voir d'abord les effectifs de l'école, le montant payé par élève chaque niveau et dégager du moins un montant supposé que chaque professeur peut recevoir par mois jusqu'à la fin de l'année. Pour éviter que les choses se gâchent, nous les avons sensibilisés, voilà, vu qu'ils viennent de reprendre les activités. Et cette commission doit travailler pendant 3 jours encore, celle qui doit élaborer la prévision budgétaire. Donc c'est le vendredi matin que nous allons encore nous retrouver ici pour éclater ce qu'il aura à retenir. La proposition du prophète Jean-Marie Mvouzi a rencontré l'approbation des enseignants qui ont accepté de renouer avec la craie blanche. Dans les soucis de lutter contre toute forme d'antivaleur dans sa province, le directeur provincial de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy, a effectué ce lundi une visite de travail dans plusieurs écoles de sa juridiction. Ces derniers en ont profité pour encourager les élèves à bannir les mauvaises pratiques et les enseignants à travailler avec abnégation. Astrid Mbouye et Christo Baké. Jean-Pierre Yoy s'est fixé un objectif, zéro antivaleur dans sa province éducative. Il est déterminé à ce qu'aucune école de la Lukunga ne connaisse pas des bavures. Ce lundi, il a visité plusieurs écoles de sa juridiction. Il voulait vérifier l'effectivité des enseignements. Il a également discuté avec les élèves et les corps enseignants pour promouvoir la paix dans toutes les écoles de la Lukunga. Nous nous sommes rassurés aujourd'hui que vraiment dans notre province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga, les 3265 écoles qui composent la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga sont ouvertes et opérationnelles. C'est-à-dire les écoles fonctionnent normalement. Et les 700 000 élèves attendus, nous nous sommes rendus compte que tous ces 700 000 élèves attendus, dont 398 150 élèves filles, sont en train vraiment de bénéficier des enseignements de qualité. Les responsables des écoles ont salué les efforts du directeur provincial. Nous étions surpris, les provinces de venir rencontrer, nous étions salués le drapeau. Vous avez vu les images, les enfants, tous sont là, ainsi que le personnel. Je suis très contente de recevoir M. le prophète dans notre école. Ça n'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, vraiment, je suis dans la joie. Après un échange avec les prophètes, les élèves ont compris que la bonne conduite est essentielle pour leur formation et leur épanouissement.
en classe ou à l'école ou n'importe où, nous devons rester responsables, ayant la crainte de Dieu, ne pas dormir en classe, être attentif de l'école pour le pays et la société. Jean-Pierre Yoy, directeur de la Lukunga, est plus que déterminé à instaurer un climat de paix dans sa juridiction. Autre chose à présent, en marge de la célébration de la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre, qui avait pour thème cette année la vision de fille pour l'avenir. Ce thème exprime selon les Nations Unies à la fois la nécessité d'une action urgente et un espoir qui persiste, porté par le pouvoir de la voix de filles et de leur vision de l'avenir. Ainsi donc, l'ONG Young Men Action for Education Imaye, ONG a organisé une journée de sensibilisation de filles, élèves du lycée Boyokani au quartier Yolo, dans la municipalité de Kalamou. Les détails dans ces reportages de Chanchan Moutoupaye Aloïs Bimangou. Plusieurs activités étaient au programme, entre autres une conférence avec 4 panels, à savoir éducation comme levier de transformation, autonomisation de la femme de demain, la santé et la protection des droits des filles, et enfin le leadership des filles et leur rôle dans l'avancement de la société. Après quoi, les compétitions à quelques jeux de société retenus et divertissements sains qui favorisent notamment le développement cognitif chez les enfants et adolescents, la concentration. La boucle a été mise avec la réalisation et production d'une émission grand public sous le thème contextualisé, la vision des filles pour l'avenir face aux menaces et dangers du tabac, de la drogue et de l'alcool auxquels sont exposés les jeunes en général et des filles en particulier. Le secrétaire général de Imaye ONG explique. Il revient aux gouvernants de protéger la jeunesse face à ces menaces. Ce n'est pas aux ONG de le faire. Nous faisons la sensibilisation, nous contribuons à l'éducation dans le cadre de la responsabilisation des acteurs concernés, qui sont les filles elles-mêmes. Mais un grand travail revient à l'État. Même en termes de la sensibilisation aussi, il faut vraiment une sensibilisation à grande échelle, d'où nous implorons, si les termes conviendraient, à l'implication de l'État pour la duplicité de ces activités. Les élèves, quant à eux, se disent très flattés à travers cette célébration de la journée de la jeune fille. C'est une bonne journée parce que c'est bien pour les filles d'apprendre, c'est la même pour les garçons, pour les jeunes en fait. Pour les jeunes, c'est pas bien de prendre l'alcool. On voit un enfant qui étudie, moins de 18 ans, qui prend de l'alcool, c'est pas bien. Je suis heureuse que des personnes viennent dans mon école pour nous aider à être de bonnes femmes parce que nous sommes des jeunes filles d'aujourd'hui et des futures femmes pour demain. Cette célébration avec la variété d'activités a connu la participation du directeur provincial de l'Éduc NC, du secrétaire général de l'ONG Imaye et quelques chefs d'établissement des écoles environnantes du lycée Boyokani. Je voulais annoncer au sommaire de ce journal la jeunesse, composante majeure du développement d'un pays, et le thème exploité lors de la première édition de la conférence de la jeunesse organisée à Kinshasa par la fondation Bob Boba Forever en présence de plusieurs jeunes venus de différents coins de la capitale. Les panélistes ont eu de mots justes pour sensibiliser ces jeunes sur les rôles majeurs qu'ils ont à jouer dans les processus du développement de la RDC. Jacques Kamboua, président pays de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine, panéliste à cette conférence, a mis un accent particulier sur le patriotisme et l'engagement que chaque jeune devrait avoir dans ses dons. Il est utile, on l'écoute. Aujourd'hui, avant que le jeune ne puisse s'engager, il était pour nous important de leur faire savoir qu'il y a des préalables. Les préalables, c'est qu'il faut d'abord connaître son pays. Trop souvent, on rejette la faute sur le Congo. Écoutez, le Congo, c'est un pays, le Congo, c'est pas un individu. Le Congo, comme on nous l'a dit en droit,
requiert ou a des éléments constitutifs, notamment le territoire, la population, l'organisation du pouvoir. Donc il faudrait que l'on sache où est-ce qu'on se situe. S'il y a un problème qu'il faut résoudre, est-ce le Congo en termes de territoire? Moi je ne pense pas, parce que si c'est le territoire congolais, rassurez-vous que c'est un territoire qui a beaucoup de minerais et un territoire très riche. C'est le Congolais, l'homme congolais. Et s'il faut que l'homme congolais puisse s'approprier, puisse s'engager, il doit connaître son pays. Aujourd'hui, rassurez-vous, c'est plus de 70% des jeunes qui constituent la population de notre pays et 65% de la jeunesse africaine à moins de 25 ans. Figurez-vous cette force. Et donc, nous avons passé un message d'encouragement et d'éveil à cette jeunesse pour qu'elle puisse s'approprier toutes les questions liées à elle et surtout s'engager. La RDC a franchi une étape significative dans les renforcements de son secteur énergétique. C'est lundi 14 octobre 2024, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a rencontré une délégation de la Banque mondiale conduite par Anna Bred pour aborder le défi énergétique du pays et envisager des solutions durables. C'est une réunion qui s'est tenue dans les premières heures de la journée. Elle s'inscrit dans le cadre d'un dialogue continu entre le gouvernement congolais et les institutions financières internationales. Elle fait suite à une précédente rencontre entre la Société financière internationale, également membre du groupe de la Banque mondiale, durant laquelle l'importance de la croissance et du développement du secteur énergétique avait été soulignée. Au cœur des discussions, l'hydroélectricité a occupé une place prépondérante. Anna Bred a rappelé que l'accès à l'électricité en RD Congo demeure très limité, un constat alarmant qui nécessite des actions immédiates. Thank you so much. Great opportunity to engage. Voilà, nous venons d'avoir une réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre de Ressources hydrauliques et énergie. Et nous avons discuté essentiellement de la question de la mise à l'échelle de l'énergie dans ce pays. Vous savez que les taux d'accès à l'électricité est très faible et donc il y a un objectif pour pouvoir mettre des efforts et multiplier les efforts pour que d'ici 2030, on ait dans l'énergie électrique environ 300 millions de nouveaux clients afin de pouvoir s'assurer que nous atteignons les objectifs qui nous sont fixés là. Le ministre Teddy Luamba a fait preuve d'une détermination sans faille pour relever ces défis, soulignant l'importance d'une coopération étroite avec des partenaires internationaux. Ce soutien est crucial pour améliorer l'infrastructure énergétique du pays qui est souvent entravée par des difficultés logistiques et financières. Cette dynamique de collaboration entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale pourrait bien transformer le paysage énergétique de la RD Congo. En favorisant un accès plus large et inclusif à l'électricité, le pays pourrait non seulement répondre aux besoins immédiats de sa population, mais également stimuler une croissance économique durable. Cela pourrait avoir des répercussions positives sur de nombreux secteurs, allant de l'agriculture à l'industrie, en passant par les services. Bonne nouvelle, bientôt le coût de la course du transport en commun sera revu à la baisse à Kinshasa. La ministre provinciale de Finances et Économie Yvette Tembo venait de donner ce lundi 14 octobre les coûts d'envoi de travaux de la commission tarifaire. C'était en présence de son collègue de transport Bob Amisso. Regardez. La décision du gouvernement provincial de Kinshasa de revoir à la baisse le coût de la course du transport en commun est consécutive à la réduction du prix du litre de carburant à la pompe, tel qu'observé ces derniers jours dans la capitale congolaise, grâce à l'implication du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central. C'est dans cette optique que la ministre provinciale de Finances et Économie de Kinshasa, Yvette Tembo, a ouvert ce lundi 14 octobre 2024 les travaux de la commission tarifaire. C'était dans la salle de réunion du ministère provincial de Finances et Économie en présence du ministre provincial de Transport, Bob Amisso. Dans son mot d'ouverture, l'argentière de Kinshasa a demandé à toutes les parties prenantes à travailler avec diligence dans la révision à la baisse de la grille tarifaire du transport en commun pour soulager tant soit peu les Quinoises et Quinois. C'est là
conformément au programme d'action quinquennal du gouvernement provincial de Kinshasa que dirige le gouverneur Daniel Bumba Lubake, lequel programme rime avec les 6 engagements du chef de l'État congolais qui tient à l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Notez que la commission tarifaire est composée des experts des 2 ministères provinciaux, des représentants de la présidence de la République, ainsi que de syndicalistes de transporteurs et de consommateurs. Dans les projets d'arrêté qui sera adopté, la commission devra insérer une disposition contraignante en renforçant les mesures coercitives pour supprimer le demi-terrain et faire respecter les itinéraires établis. Évolution de la prise en charge de malades de la Mpox. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a visité le centre de Massina au quartier 3. Roger Kamba s'est dit satisfait de résultats sur place car jusqu'à ce jour, aucun cas de décès n'a été constaté à Kinshasa. Regardez. En vue d'évaluer les services de santé mis en place pour endiguer la Mpox, le ministre de la Santé publique a effectué une inspection dans quelques centres hospitaliers à Kinshasa, notamment à Massina au quartier 3. Sur place, le docteur Roger Kamba a échangé avec quelques patients qui ont exprimé leur satisfaction quant à la prise en charge idoine reçue et certains ont par ailleurs soumis quelques plaintes en vue d'améliorer les conditions d'hygiène, d'alimentation et des conforts de malades. S'agissant de l'aspect médical, le ministre de la Santé publique s'est réjoui de la prise en charge effectuée dans ces centres. Il a souligné qu'aucun cas de décès n'a été rapporté depuis 2 mois. En outre, le docteur Roger Kamba a exhorté les responsables des centres à répondre aux besoins des patients dans un bref délai. On peut dire que pour le traitement, la prise en charge est très bonne. D'ailleurs, quand vous verrez, parce qu'on a interrogé, j'ai interrogé moi-même les patients, vous allez voir que effectivement la prise en charge donne de bons résultats parce qu'il n'y a pas eu de mort depuis que ce site a commencé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en interrogeant les malades, on voit des plaintes. Et la plus grande plainte, c'est la chaleur. Pourquoi? Parce que malheureusement, le bâtiment n'est pas bien aéré. La deuxième plainte après la chaleur, c'est la nourriture. Ils disent que les portions sont petites. Ils veulent qu'on augmente les portions. Et ça, j'ai donné l'instruction pour qu'on augmente la quantité qu'on donne aux malades. Parce que vous savez qu'on ne veut pas que les gens de l'extérieur viennent parce que sinon ils vont ramener le virus à l'extérieur. Donc les malades se plaignent de la quantité. Et donc, j'ai donné l'ordre pour que cette quantité soit améliorée. Dans cette lutte contre la Mpox, le ministre de la Santé publique rassure que le gouvernement souminois met tout en œuvre afin de garantir des conditions de soins optimales pour tous les patients. Découverte dans ce journal, le 14 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la vue, l'occasion pour l'INSERM de revenir sur 2 études récentes publiées par des chercheurs de l'INSERM, des Sorbonne Université et du CNRS à l'Institut de la Vision, centre de recherche de dimension internationale entièrement dédié à la recherche sur les maladies de la vision. Regardez. Une première étude publiée dans la revue Sciences transnationales Médecine en décembre 2020, l'équipe Marisol Corral-Debrinski de José Alain Sahel et Serge Picot à l'Institut de la Vision a mis au point un traitement reposant sur une nouvelle approche de thérapie génétique, ouvrant des perspectives pour les traitements de patients atteints des neuropathies optiques des Leber, une maladie héréditaire qui se manifeste par une baisse brutale et bilatérale de la vision pouvant conduire à la cécité. Elle est causée par des mutations de l'ADN mitochondrial qui affectent la production des protéines NDA. Cette perte visuelle intervient généralement chez l'homme jeune sur un œil, puis quelques mois plus tard sur le deuxième. Cette maladie de l'œil touche plusieurs personnes sur la planète. L'équipe a développé une approche innovante qui consiste à ajouter aux gènes des séquences d'ADN dites
séquence d'adressage. Leur fonction est d'assurer que la traduction du matériel génétique en protéines fonctionnelles se fasse direct au contact de mitochondries. Dans l'essai clinique baptisé REVERSE, les chercheurs ont démontré l'efficacité de cette approche par la mesure d'une réelle amélioration clinique. Fin de ce journal. Restez branchés au programme de la RT Duc, Madame, Monsieur P. Et grâce dans vos familles et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.